Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte les difficultés et les réussites de la reine depuis les folles années du Swinging London jusqu'à la fameuse Annus Horribilis 1992. Seconde partie, un divorce, 2 mariages et beaucoup de désastres. Dans les premiers temps de leur mariage, célébré en 1960, tout semble réussir à Margaret et à Tony. 2 enfants sont nés, David en 1961, titré Vicomte Linley, et Lady Sarah, née en 1964. Mais le couple princier mène une existence très différente de celle du reste de la famille. Tony est un grand photographe et tient à le rester. Quant à Margaret, elle aime la vie nocturne. Au début, tout se passe bien. On ne voit plus jamais les Snowdon l'été à Balmoral. Ils préfèrent les charmes de la Dolce Vita italienne de Capri à la Costa Smeralda en Sardaigne. Dans le film Royal Family, on voit la reine se rendant en Écosse à bord du Britannia. Elle tient dans ses bras la petite Sarah Armstrong-Jones. Son frère n'est pas loin. Élisabeth les emmène en vacances à Balmoral pendant que leurs parents s'amusent ailleurs, pressentant que la vie du couple pourrait mal tourner. Elle met tout en œuvre pour protéger ses neveux. Hélas, l'avenir va lui donner raison. L'échec du couple est patent. À partir de 1971, on ne les rencontre plus ensemble. Entre eux, c'est la guerre. Qui a commencé ? Peu importe. Margaret s'est mise à boire et traîne sa dépression et ses amants dans les nightclubs londoniens et dans sa maison, les Jolies Eaux, à l'île Moustique dans les Caraïbes, un cadeau de son ami Colin Tennant. Tony n'a jamais supporté ces virées qu'il considérait comme de l'exotisme de pacotille. En 1976, le nouveau Premier ministre travailliste, James Callaghan, fait de la princesse Margaret la cible de ses attaques au moment où Buckingham Palace négocie laborieusement la nouvelle liste civile qui lui sera allouée. Payer pour une ivrogne et ses amants ? Pas question. L'économie du Royaume-Uni n'est pas à son meilleur, le chômage augmente, l'inflation aussi. La reine tente de raisonner sa sœur. Peine perdue. Margaret se jette dans les bras de Roddy Lewin, un paysagiste ami de Colin Tennant. Il est chargé de la distraire, il va y arriver. Elle a 43 ans, lui 25. Une photo intime en maillot de bain de Margaret et Roddy sur une plage de l'île Moustique enflamme la presse. 2 jours plus tard, un communiqué de Kensington Palace annonce la séparation de la princesse et du comte Snowdon. Finalement, elle demande le divorce le 10 mai 1978. C'est le premier divorce si près du trône. Margaret, 6e dans l'ordre de succession, garde sa place. Sa sœur, qui aime beaucoup Tony, maintient également son titre héréditaire de comte Snowdon. Son ex-femme a la garde des enfants, mais Élisabeth va veiller à ce qu'ils pâtissent le moins possible de la violente séparation de leurs parents. Le divorce est devenu courant au Royaume-Uni, il le sera aussi chez les Windsor. Le 27 août 1979, Lord Mountbatten, en vacances dans sa résidence du Donegal, en Irlande du Nord, part relever ses casiers de homards à bord de son petit bateau de pêche. Il est accompagné d'une de ses filles, Patricia, de son gendre et de leurs enfants. Il arrête son moteur lorsqu'une charge de 25 kg de dynamite explose sous ses pieds. Dicky est tué sur le coup. 3 passagers sont déchiquetés, dont son petit-fils Nicolas, âgé de 14 ans, et la belle-mère de Patricia, qui en a 83. Les autres sont grièvement blessés. La reine, alors à Balmoral, est informée. Elle s'éloigne aussitôt de ses invités pour gagner le parc. Tout le monde la verra de dos, secouée de sanglots. Pour désigner les assassins, la presse britannique titre « Bastards », la pire injure en anglais. Mais celui qui est certainement le plus atteint est le prince Charles.
Lors des funérailles solennelles de Lord Mountbatten à Westminster le 5 septembre, il serre les poings. Il dira plus tard « J'ai perdu quelqu'un qui était infiniment précieux dans ma vie, qui me témoignait une énorme affection, qui me disait des choses désagréables que je n'avais pas particulièrement envie d'entendre. Il savait être, tout à la fois, grand-père, grand-oncle, père, frère et ami. » En un mot, un mentor. Depuis le 5 mai 1979 et le retour des conservateurs, le chef du gouvernement est, pour la première fois, une femme, Margaret Thatcher. Quel parcours pour cette fille d'épicier! Elle a fait ses études à Oxford et a été élue au Parlement à 32 ans. Elle est autoritaire, désagréable et intransigeante, donc très impopulaire. Mais elle s'est assignée comme mission de redresser le Royaume-Uni. Pour cela, la reine l'admire, mais ses méthodes brutales et spectaculaires vont rapidement lui déplaire. Leurs rapports sont difficiles. Bien qu'admirative de la souveraine et fervente supporter de la monarchie, Margaret Thatcher espère exercer seule le pouvoir réel. Elle commet une première faute en tentant d'empêcher Elisabeth II de participer au sommet du Commonwealth à Lusaka, en Zambie, en août 1979. La reine se rend quand même dans cet État africain car elle est le chef du Commonwealth, une fonction qu'elle estime essentielle. La première ministre doit s'incliner. Depuis 1977, Charles a fini sa formation. Après quelques années dans la Royal Navy, il est devenu pilote dans la Royal Air Force, puis nommé colonel d'un régiment de parachutistes. Il s'installe alors à Buckingham Palace, où, en tant que prince de Galles, il dispose de sa maison. Sa vie privée n'est pas simple. En 1970, il tombe amoureux de Camilla Chand. Elle est et elle sera la femme de sa vie. Son père est un ancien officier de cavalerie et dans l'ascendance de sa mère, on trouve Alice Keppel, qui avait été pendant de nombreuses années la maîtresse du roi Édouard VII. Camilla a 18 mois de plus que Charles. Ils partagent l'amour de la campagne, de la nature et des chevaux, ainsi qu'un grand sens de l'humour. Ils sont parfaitement bien ensemble lorsque le prince doit la quitter pour rejoindre son affectation aux Caraïbes dans la Royal Navy. Pendant son absence, Camilla épouse, en juillet 1973, Andrew Parker Bowles, son ancien boyfriend, et auparavant flirte de la princesse Anne. Charles est trahi, vexé. Il se met à papillonner avec les plus jolies représentantes de l'aristocratie britannique sans cependant jamais s'attacher. À l'été 1980, le prince de Galles a 32 ans. Il a repris sa liaison avec Camilla, la seule qui le comprenne réellement. Ses parents jugent qu'il est temps qu'il se marie. Sa liaison avec une femme mariée rappelle fâcheusement le précédent prince de Galles, futur et éphémère roi Édouard VIII avec Wallis Simpson. La firme cherche la perle rare et la trouve en la personne de Lady Diana Spencer, une jeune fille de 19 ans appartenant à la plus haute aristocratie et n'ayant eu aucune liaison connue. La perle rare? Pas si sûr. Diana a une nature perturbée, traumatisée par le divorce violent de ses parents alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle est jolie, grande, blonde, charmeuse, mais aussi menteuse compulsive, selon son propre frère, le comte Spencer. En juillet 1980, une rencontre est organisée. Fine mouche, Diana dit à Charles combien elle a été bouleversée par son chagrin lors de la mort de Lord Mountbatten. Charles doit se marier. Pourquoi pas cette jolie et sensible jeune femme, même si son cœur appartient toujours à Camilla? Il se résout à faire sa demande en mariage le 4 février 1981. Il est déchiré. Il n'aime pas sa fiancée, mais il fait son devoir. Diana connaît Camilla et est au courant de sa liaison avec le prince, mais elle est sûre de l'emporter. Pour elle, il s'agit d'une sorte de challenge. Le mariage a lieu le 29 juillet 1981 dans la cathédrale Saint-Paul pour pouvoir accueillir plus d'invités qu'à Westminster. 750 millions de téléspectateurs tombent sous le charme de la mariée. Ce jour-là, elle gagne son statut d'icône. Au balcon du palais, le premier baiser sur la bouche du couple soulève l'enthousiasme du monde entier, du jamais vu. Enfin un vrai mariage d'amour. En tout cas, c'est ce qui paraît.
En janvier 1982, le Royaume-Uni suit de près la grossesse de Diana, devenue princesse de Galles par son mariage, qui a été annoncée le 5 novembre précédent. Mais bientôt, c'est une préoccupation d'une autre nature qui inquiète les Britanniques. Pour tenter de faire oublier une grave crise économique, la dictature militaire de Buenos Aires annonce que l'Argentine va reconquérir l'archipel des Falklands, occupé par la couronne d'Angleterre depuis 1832. Des commandos argentins débarquent sur l'île de Géorgie du Sud le 2 avril. Après un ultimatum sans réponse, Margaret Thatcher met en alerte les troupes du Royaume-Uni. Elles seront transportées en partie par des navires commerciaux tels que le paquebot Queen Elizabeth II. C'est la deuxième guerre de la reine après Suez, mais cette fois son propre fils y participe. Andrew, 22 ans, troisième enfant d'Élisabeth et Philippe, y prend en effet part comme pilote d'hélicoptère. Chouchou de sa mère, surnommé Andy, il est l'exact opposé de Charles. Il a supporté le pensionnat de Gordonstoun sans état d'âme. C'est un bon vivant, pas du tout un intellectuel. On lui a évité Cambridge, mais il a aussi été à Dartmouth et a adoré la vie militaire. La guerre est courte, elle s'étale sur moins d'un mois, mais fera 1000 victimes, dont 255 sujets de Sa Majesté. Andy s'est remarquablement comporté. Il rentre 3 mois plus tard avec les troupes ayant participé au conflit. La guerre a été victorieuse. Tous ceux qui l'ont faite sont accueillis triomphalement. Décidément, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Le 25 juin 1982, la princesse de Galles accouche d'un premier enfant, le prince William. Apparemment, le conte de fées continue. 2 ans plus tard, le 15 septembre 1984, elle donne naissance à un second fils, Harry. Mais derrière l'image de ce bonheur familial, l'entente de Charles et de Diana n'est plus qu'une fiction. Le prince héritier a repris sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Sa femme est profondément humiliée, mais pour le grand public, rien ne transparaît de ce naufrage conjugal. Pour l'instant, seule la famille royale et quelques proches sont au courant. À l'été 1985, le prince Andrew rencontre une rousse flamboyante, Sarah Ferguson, dite Fergie, invitée dans la loge royale à Ascot grâce à Diana. La princesse de Galles pense que Fergie pourrait plaire à son beau-frère. Elle a vu juste, c'est un vrai coup de foudre. Certes, elle est un peu vulgaire, elle a déjà eu plusieurs amants dont le dernier avec qui elle vivait avait 22 ans de plus qu'elle. Mais peu importe, le père de Sarah, écuyer de la reine, fait partie des équipes de polo du prince Philippe depuis 1960. Cela aide à être admis dans le cercle royal. L'éclatante et joyeuse Fergie a un point commun avec sa belle-sœur Diana. Elle avait 13 ans lorsque sa mère, la belle Suzanne, avait abandonné sa famille pour un joueur de polo argentin. Mais Fergie s'est plus facilement intégrée dans la famille royale car elle aime le polo, la chasse, la nature et les chevaux, contrairement à sa belle-sœur. Andrew, titré par sa mère duc d'York, épouse Sarah Fergie le 25 juillet 1986 à Westminster. La cérémonie télévisée n'attire que 500 millions de spectateurs, moins que Charles et Diana, mais c'est normal, Andrew est un cadet. Le couple a 2 filles, Béatrice en 1988 et Eugénie en 1990. Entre-temps, Élisabeth et Philippe doivent gérer un autre coup dur. Anne divorce de son mari Mark Phillips. La princesse est amoureuse du commandant Tim Lawrence. Son conjoint l'a lui-même copieusement trompée. Le coup est rude. Anne est le premier enfant d'Élisabeth et Philippe qui divorcent, et ce n'est qu'un début. 2 scandales successifs vont faire la une de la presse. Ils concernent la duchesse d'York. En 1991, des photos prouvent sa liaison avec un magnat du pétrole, Steve Wyatt. Le couple princier décide alors de se séparer. Élisabeth II plaide la patience. Mais l'année suivante, en août 1992, lors des vacances à Balmoral, d'autres photos font la une des journaux britanniques. Elles montrent cette fois Fergie en compagnie de son nouvel amant, John Bryan. Il y suce voluptueusement un orteil de la jeune femme au bord d'une piscine dans le midi de la France. Plus grave encore, les 2 filles d'Andrew sont aussi sur la photo. Cette fois, le divorce est inévitable. Chez le prince et la princesse de Galles, les scandales se succèdent aussi. Ce même été 1992, le Sun publie la transcription d'une conversation intime de Diana avec son amant John Gilbey, héritier d'une marque de jeans.
Il appelle Diana Squidgy, qui signifie ma douce. L'affaire est baptisée Squidgy Gate. Dans cet échange, le journal assure qu'il a censuré les passages sexuels, Diana déverse son ressentiment à l'encontre de Charles et a des paroles particulièrement grossières à l'égard de la famille royale. À la guerre des York succède celle des Galles. Elle sera longue et meurtrière. La difficile année 1992 n'est cependant pas encore finie. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, un terrible incendie ravage le château de Windsor. Il est accidentel. 10 siècles d'histoire disparaissent dans le brasier. La chapelle privée, la salle à manger d'apparat et le salon cramoisi vont brûler. Le prince Andrew, présent dans la forteresse ce soir-là, va organiser avec efficacité le sauvetage des œuvres d'art. On prévient la reine. Elle est sur place aux premières heures du jour, chaussée de bottes, un foulard Hermès noué sous le menton. Élisabeth II fait face à un nouveau drame. Windsor et elle, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire de l'Angleterre depuis près de 1000 ans. Pire encore, ce 20 novembre est son 45e anniversaire de mariage et Philippe est en Argentine. 4 jours plus tard, le 24 novembre, lors d'un banquet donné pour ses 40 années de souveraine au Guildhall de Londres, la reine prononce le discours le plus émouvant de son règne. Elle s'y montre presque fragile. Après avoir demandé indulgence, compréhension et gentillesse à l'assistance, elle déclare « Je ne conserverai pas de l'année 1992 le souvenir d'un bonheur sans mélange. Comme me l'écrivit avec sympathie l'un de mes aimables correspondants, ce fut vraiment une annus horribilis. » On ne saurait mieux dire. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale Au cœur de l'histoire consacrée à Élisabeth II. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Élisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989. Élisabeth II la Reine par Jean Descartes aux éditions Perrin 2018.